Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, tu me connais, j'ai deux petites infos à te donner. Pas de points restock spécifiques pour cette vidéo, j'ai plus de single cards de S8B qui sont arrivés si tu veux aller checker. Mais sinon, rien d'extraordinaire. Par contre, j'ai un code promo. Ce code promo est valable uniquement ce week-end, mais te donnera 15% de réduction, donc jusqu'à dimanche minuit, pour toutes les commandes au-delà de 10 000 yens, donc ça fait à peu près 80 €. Voilà, si tu comptes passer une commande ce week-end et que cette commande fait plus de 10 000 yens, n'hésite pas à utiliser ce code promo pour avoir tes 15%. Deuxième et dernier point, là pour le coup qui va plus être une réelle question qui s'adresse directement à toi, le mois prochain va sortir Pokémon Arceus. Alors moi je suis propriétaire, n'est-ce pas, d'une Switch, et je pensais, parce que moi ça fait, écoute, les jeux vidéo auxquels j'ai joué Pokémon, c'était les versions de départ sur Game Boy, et puis après tout ce qui a été les Pokémon Stadium, même avant les Diamants et Perles et tout, j'ai pas fait du tout, donc j'ai dû jouer à la version jaune et c'était la bleue ou la rouge. Donc ça va faire 20-25 ans que je me suis pas fait un jeu vidéo Pokémon, et je me disais bon voilà, là j'ai la Switch, c'est l'occasion de faire ce jeu. Est-ce que ça t'intéresse si jamais j'achète un boîtier d'acquisition et comme ça on se fait le gameplay depuis le tout début où je commence le jeu jusqu'à, je sais pas, on verra combien d'heures on fait, et puis que tu vois je te mets un épisode dans la semaine sur la chaîne YouTube, alors qui sera bien sûr en plus des vidéos que je vais te faire sur les cartes, hein. L'activité de Japan TCG ne va pas s'arrêter parce que je vais jouer à Pokémon Arceus. Mais est-ce que t'es intéressé? Je te pose la question parce que si t'es pas intéressé, je ferai le jeu de toute façon, eh bien dans mon coin en privé, et puis si t'es intéressé tu me le dis et puis j'achète le boîtier d'acquisition. Mais c'est juste que voilà, un boîtier comme ça coûte 150-160 €, tu sais, pour pouvoir jouer, pour pouvoir enregistrer ta Switch sur l'ordi. Si personne n'est intéressé, bah je laisse tomber. Mais voilà, hésite pas à me le mettre en commentaire si jamais voilà je vois quelques commentaires qui sont plutôt pour et qui veulent suivre ce let's play. Et bah écoute, je m'essaierai à faire un let's play pour vous. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va essayer de répondre à une question qui est celle-ci: sur le marché des cartes Pokémon. Tu es probablement sur le marché si tu regardes cette chaîne, donc ça veut dire que tu achètes et que tu vends des cartes Pokémon. Qui est le plus décisionnaire? Qui a le plus de poids? Qui a le plus de force sur le marché? Est-ce que c'est plutôt les vendeurs qui vont mettre un prix et puis du coup les acheteurs qui vont être obligés de suivre ce prix, ou est-ce que c'est plutôt les acheteurs qui décident d'acheter à un certain prix et du coup les vendeurs qui sont obligés de suivre ce prix? Alors cette question là en l'occurrence elle concerne le marché des cartes Pokémon, mais en fait c'est une question qui s'adresse et qui marche à peu près partout. Si tu prends, je sais pas, le contenu sur YouTube, il y a énormément sur YouTube, on sait, de contenu divertissant. Bah la question marche aussi, est-ce que c'est les créateurs de contenu qui font énormément de contenu de divertissement et du coup les gens regardent ce contenu, ou est-ce que c'est les consommateurs qui veulent consommer de ce contenu et donc du coup les créateurs qui sont obligés de créer ce contenu? Ça marche à peu près partout. Alors évidemment sur un marché quel qu'il soit, l'immobilier, les cartes Pokémon, n'importe lequel, les crypto-monnaies, ce que tu veux, forcément c'est un peu des deux. Plus il y a de gens qui veulent acheter, bah du coup t'achètes toutes les cartes par exemple qui sont disponibles à 50 €, et puis bah du coup le prochain, vu qu'il y en a plus, il est obligé d'acheter celle qui est à 55, et puis d'un autre côté, s'il y a énormément de vendeurs et qu'il y a de plus en plus de vendeurs, bah la carte elle est à 50 €, toi tu veux la vendre, bon bah tu vas la mettre à 48, le copain il veut aussi la vendre, il va la mettre à 46, donc il y a cette sorte de tension, c'est un petit peu les deux, mais en réalité c'est jamais 50-50, ça n'existe pas que dans l'univers il y ait pile poil 50-50, il y a toujours un côté qui est quand même plus puissant. Eh bien, la réponse à cette question, selon moi, c'est les acheteurs, bien sûr, qui sont les plus puissants. Alors, j'aime pas trop dire acheteurs et vendeurs, parce que ça peut donner l'impression qu'il y a le marché Pokémon avec une ligne, avec d'un côté les acheteurs, d'un côté les vendeurs, ce qui est
forcément une hérésie. On est tous acheteurs et vendeurs. Il y a des fois où tu achètes et puis il y a des fois où tu vends. Et moi, tout ce qui est disponible sur Japan TCG, il a fallu que je l'achète. Donc forcément, on est plus acheteur que vendeur. Hormis Pokémon Company qui, elle, est juste vendeur. C'est quand tu achètes que tu es puissant et que tu es décisionnaire. Pourquoi ? Et c'est là que la vidéo va devenir intéressante. La première raison qui est très simple, c'est qu'on sait que l'argent, c'est aussi le pouvoir. Et quand tu es acheteur dans une transaction, quand tu es du côté de l'achat, tu es du côté de l'argent. C'est toi qui as le pognon à ce moment-là, et c'est la personne qui, elle, va te proposer des cartes ou un objet ou ce que tu veux. Mais à ce moment-là, c'est toi qui as l'argent. Et quand tu es du côté du pognon, tu es du côté du pouvoir. La deuxième raison, c'est que réussir une transaction, c'est toujours plus important pour la personne qui va vendre que pour la personne qui va acheter. Alors, petit bémol, c'est vrai qu'on pourrait dire, attends, le vendeur, s'il a pas envie de vendre, il a pas envie de vendre. Et du coup, l'acheteur, il est bloqué. Et si le vendeur, il dit non, moi je vends tel prix, et puis c'est tout, les acheteurs vont être obligés de suivre du coup. Sauf qu'en réalité, ça marche pas comme ça. Si on pousse cette idée-là un petit peu plus au fond. Imaginons que tu es du côté de l'achat et que pendant 6 mois, t'as pas fait une transaction. T'arrives pas à acheter les cartes au prix que tu veux, ça colle jamais, et ça fait 6 mois que tu n'as jamais rien acheté. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer pour toi ? Concrètement, pas grand-chose. Si ce n'est que, ta collection Pokémon n'a pas avancé depuis 6 mois. On va maintenant faire l'effet miroir et on va inverser cette situation. Imaginons qu'on prend mon cas en tant que vendeur. Et ça fait 6 mois que j'ai pas réussi à faire une transaction. J'ai pas réussi à faire une vente. Concrètement, qu'est-ce qui se passe ? Concrètement, Japan TCG meurt. C'est un petit peu plus compliqué que juste si toi, en tant qu'acheteur, t'as pas fait de transaction, ta collection n'avance pas. Moi, si je fais pas de transaction, je meurs. Et d'un autre côté, si on prend mon cas en tant qu'acheteur, imaginons que j'arrive pas à acheter des produits, j'arrive pas à acheter les cartes au prix que je veux pour pouvoir les proposer ensuite au prix que je veux sur Japan TCG. Imaginons que j'arrive pas à faire d'achat, c'est pas très grave, dans le sens où il va falloir à terme débloquer cette situation parce que le stock sur Japan TCG va commencer à baisser et donc il va y avoir de moins en moins de produits, donc c'est jamais une très bonne idée. Mais sur le principe, si je passe 6 mois sans rien acheter, c'est pas très grave. Donc si on résume cette situation, si t'es acheteur et que pendant 6 mois tu fais aucune transaction, il se passe pas grand chose. Si t'es vendeur et que tu fais pas de transaction pendant 6 mois, tu meurs. Qui a le plus de poids ? Il y a un autre exemple qui montre que forcément c'est l'acheteur qui est décisionnaire. C'est que en fait les marchés se créent autour des acheteurs. On imagine que je suis un super entrepreneur et j'ai décidé de créer des lampes torches pour chiens. Je me dis, il n'y a pas de concurrence sur ce marché-là, puisqu'il n'y a pas de marché, donc je vais créer des lampes torches, tu mets que sur le chien il est comme ça, il peut voir dans le noir. Est-ce que c'est pas complètement cheaté ? Alors là, qu'est-ce qui va se passer ? Probablement que cette idée est stupide, donc il y aura pas d'acheteur, personne va acheter mes lampes torches pour chien, et puis donc je vais arrêter, et puis le marché va mourir. Parce que toi, tu vas pas te dire, tiens, vu qu'il y a un vendeur, je vais aller acheter. Juste comme ça. Non, tu vas pas te dire tiens, en plus moi j'ai pas de chien, tiens je vais aller acheter je vais aller prendre un chien à la SPA ou je ne sais pas où et puis comme ça je vais pouvoir acheter une lampe torche. Non, personne ne fait ça. Maintenant, on reprend cet exemple et on fait l'effet miroir. Cette fois-ci, énormément de gens veulent des lampes torches pour leurs chiens, mais il n'y a pas de vendeur. Eh bien, dans cette deuxième situation, le marché ne va pas mourir. Des vendeurs vont se créer. S'il y a des acheteurs, il va y avoir des vendeurs qui vont créer leur société de fabrication de lampes torches pour chiens. On se retrouve dans une situation où d'un côté, si t'as que des vendeurs, le marché va mourir tout de suite parce que personne se dit tiens, je vais aller acheter ça comme ça. Par contre, s'il y a des acheteurs, les vendeurs vont suivre, forcément. Parce que les acheteurs sont beaucoup plus puissants. C'est un peu comme l'exemple du chirurgien. Imaginons que je suis un chirurgien
ultra renommé, que j'ai des diplômes de fou, que j'ai des milliers d'opérations qui ont eu un succès retentissant, qu'en plus j'habite à côté de chez toi, que je suis pas cher et que je suis sympa. Est-ce que tu vas venir me voir? Bah oui. Mais enfin, si t'as besoin d'une chirurgie, tu vas pas te faire une chirurgie comme ça. Et mon dernier argument pour essayer de démontrer que ce sont les acheteurs qui décident réellement en fait des prix, eh bien c'est que sur toutes les plateformes, groupe Facebook, eBay, PayPal, ce que tu veux, sur toutes ces plateformes-là vivent en priorité parce que elles ont des acheteurs, pas parce qu'il y a des vendeurs. C'est un conseil que je te donne. Si tu veux créer une plateforme de quoi que ce soit, le but c'est que tu ramènes des acheteurs. Les vendeurs vont suivre, forcément. C'est un petit peu comme une boîte de nuit. Si on sait que s'il y a des filles, les gars vont venir. Ça sert à rien de faire une boîte de nuit et d'essayer de faire venir un maximum de gars en espérant qu'après il y a des filles. Non, ça marche pas comme ça. Et n'importe quel marché fonctionne un petit peu dans ce sens-là. C'est d'abord les acheteurs. Et comme on le voit, toutes les plateformes sont beaucoup plus sympathiques avec les acheteurs qu'avec les vendeurs. Par exemple, sur eBay, si t'achètes, juste tu te balades dans les catégories, tu prends un objet qui t'intéresse, tu l'achètes, terminé. Le vendeur, il a dû payer des frais. Il a dû payer des frais d'insertion, il a payé une commission finale. Alors on peut dire oui, c'est normal aussi, c'est un service, lui, ça lui permet de vendre. Oui, mais c'est le même service pour l'acheteur. Toi aussi, ça te permet d'acheter ton truc sans bouger de chez toi. Tu pourrais avoir, si c'était 50-50, tu pourrais avoir des frais quand t'achètes tes objets sur eBay et que ce soit moitié-moitié. L'acheteur et le vendeur, on profite tous les deux de la plateforme qui s'appelle eBay pour avoir réussi à faire une transaction. Donc on paye les frais qui sont liés à cette transaction, 50-50. Mais non, c'est le vendeur qui paye tous les frais. Pourquoi? Parce qu'on fait attention à l'acheteur. C'est pareil sur PayPal. Sur PayPal, les frais, tu les payes quand tu reçois de l'argent. Pour les groupes Facebook, et bien sûr c'est pas du tout un reproche, je comprends qu'ils fonctionnent comme ça, c'est normal. Eux ils prennent pas de frais. Donc quand tu vends quand tu mets des annonces sur des groupes Facebook, et les gens, les admins valident tes annonces et tout, et personne te demande jamais rien. Donc ça va pas se traduire en termes monétaires, ça va pas se traduire par rapport à de l'argent qu'ils prennent. Ils prennent rien du tout. Ça va plus être dans les possibilités que t'as, le fait qu'ils soient un petit peu plus coulants quand c'est des annonces pour des recherches ou pour des achats, ou quand c'est des annonces pour vendre. Quand t'es vendeur, que tu postes une annonce sur n'importe quel groupe, encore une fois francophone, anglophone, ça marche partout pareil, on te demande de mettre un prix sur, si tu veux, chaque carte que tu vends. Ce qui est normal. Donc tu mets ta photo et tu mets un prix avec toutes les cartes que tu vends. On va te demander également de mettre ton nom, ton nom, ton prénom, un identifiant un petit peu que tu écris sur un bout de papier pour prouver que ces cartes sont bien à toi, etc. La date, etc. Si t'es acheteur, tu peux tout à fait mettre une recherche en disant je recherche cette carte-là, envoyez-moi vos MP et puis je prends la meilleure offre. Si tu fais en fait un petit peu l'effet miroir de ce truc-là, c'est comme si t'es vendeur et que tu mets comme ça une photo d'une carte et tu dis je vends cette carte-là, envoyez-moi vos MP et je le vends à la personne qui me l'achète le plus cher. Ce qui est interdit, puisque ça veut dire faire des enchères privées, et sur les groupes, c'est interdit. Et encore une fois, si à peu près tous les groupes Facebook fonctionnent comme ça, c'est qu'il y a une raison, c'est que ça marche, et que c'est la méthode qui fonctionne probablement le mieux. Donc, c'est pas du tout un mal. Mais par contre, ça prouve que l'acheteur, on essaye d'y faire attention. Parce que ils savent, tout comme eBay, tout comme Le Bon Coin ou je ne sais quoi, que si ils ont plus d'acheteurs, à terme ça va disparaître. S'ils ont que des acheteurs et qu'ils ont pas beaucoup de vendeurs, ça va pas durer longtemps en fait. Et il y a des vendeurs qui vont se ramener pour vendre leurs produits. La moralité de l'histoire, est-ce que c'est plutôt les vendeurs qui décident des prix? Est-ce que c'est plutôt les acheteurs? C'est les acheteurs qui décide des prix. Enfin, c'est quand on est acheteur. Encore une fois, on est tous les mêmes. Des fois on achète, des fois on vend. On a tous les mêmes problématiques. Quand moi je suis acheteur, j'ai les mêmes problématiques que quand toi t'es acheteur, et quand je vends, j'ai les mêmes problématiques que quand toi tu vends. C'est un groupe. Il y a pas encore une fois une ligne séparée avec les acheteurs et les vendeurs. C'est vraiment très important. Mais c'est quand t'es acheteur que tu décides.
Voilà, la vidéo touche à sa fin. Merci d'avoir passé ce temps avec moi. Et puis, eh bien, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!